7h46, le petit déjeuner politique, c'est Agnès Pannier-Runacher qui est ministre déléguée chargée de l'industrie. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes la ministre en charge des vaccins depuis le début de la crise. Accélération cette semaine avec l'ouverture à tous, à condition qu'il reste des doses. Où en est-on précisément sur les chiffres et le nombre de vaccinés ? Alors aujourd'hui, on est à plus de 17 millions de vaccinés, donc un rythme de 2,5 millions par semaine. On est en capacité d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés de 20 millions au 15 mai. Cet objectif, nous allons le tenir. Et effectivement, l'enjeu, c'est de continuer à vacciner, même pendant le week-end de l'Ascension. De l'Ascension, là, pour arriver à cet objectif de quoi ? De 30 millions cet été 30 millions juste avant l'été, 15 juin, 21 juin, enfin en tout cas l'enjeu c'est de vacciner la majorité de la population adulte. Y compris donc les plus jeunes. Frédéric, un auditeur, là nous disait mais à quoi ça sert de vacciner vraiment les jeunes de 18-20 ans ? Alors l'enjeu il est très simple, c'est qu'aujourd'hui nous avons des éléments sur les vaccins qui montrent qu'ils arrêtent drastiquement la circulation du virus. Et donc être vacciné... Ce sont des enquêtes sérieuses, ça, ce sont des études cliniques et des études statistiques qui montrent que se faire vacciner limite la contamination des autres lorsque vous êtes confronté au virus, et donc vous protégez les autres lorsque vous êtes vacciné. Et puis il ne faut pas oublier que même quand on est jeune, certains, c'est évidemment pas les plus nombreux et heureusement, peuvent développer des formes graves ou peuvent développer des formes très désagréables, même si c'est pas grave, c'est désagréable. On se vaccine bien contre la grippe et on a plutôt intérêt à se vacciner contre le coronavirus. Oui. Est-ce que l'AstraZeneca c'est bientôt fini ? Parce que Thierry Breton, le commissaire européen, a dit hier que l'Europe, Bruxelles, renonçait donc et n'allait pas renouveler sa commande. En l'occurrence, on attend 120 millions de doses, donc c'est pas fini. On a encore beaucoup de doses en attente de livraison. Ces doses, elles servent à vacciner et on n'est pas dans un moment où on peut se permettre de dire que ne pas avoir de doses de vaccin ou ne pas être livré de doses de vaccin est une bonne chose. Je crois que l'enjeu, c'est l'accélération de la vaccination sur tous les continents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes en train d'examiner les contrats pour les vaccins de deuxième génération. À ce stade, AstraZeneca ne poursuit pas d'essais cliniques sur les enfants, par exemple. Donc, ce n'est pas une option qui est sur la table. Et ils sont en matière d'essais cliniques sur les variants et sur les rappels, avec un décalage de plusieurs mois par rapport à BioNTech, Pfizer et Moderna. Donc, la question de renouveler le contrat n'est pas sur la table à date, puisque nous n'avons pas de visibilité. Attendez, c'est sur la table, puisque Thierry Breton en parle lui-même. C'est le commissaire européen en charge de cela. Oui, et on en a parlé. Notre enjeu, c'est d'avoir des vaccins de deuxième génération. Et donc, il faut qu'AstraZeneca arrive avec une offre intéressante sur ces vaccins de deuxième génération. À ce stade, nous n'y sommes pas. Et là, les stocks alors d'AstraZeneca qui sont dans les frigos, il y en a plus de 3 millions. Qu'est-ce qu'on va en faire alors ? Eh bien, on va les administrer. Vous savez, mon père, ma mère, ma fille sont vaccinés à l'AstraZeneca. C'est un vaccin sûr, c'est un vaccin efficace. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de vacciner le maximum de la population. Avec des vaccins sûrs et efficaces. L'Agence du médicament européenne, c'est une des plus rigoureuses au monde. On a pu lui reprocher parfois de faire preuve de trop de prudence. Je crois que c'est la meilleure façon de protéger les Européens et les Français. Et sur les stocks, encore un dernier mot à ce point sur Pfizer, Moderna, Johnson. Justement, là, on vient d'évoquer aussi AstraZeneca. On en est où là aujourd'hui en France ? Sur les stocks, il faut regarder les stocks, pas juste après les livraisons, parce que vous avez une remontée des stocks et j'indique qu'AstraZeneca a fait une livraison de 2 millions de doses il y a 2 semaines, ce qui explique aussi cette remontée des stocks, après avoir fait des livraisons de 150 000 doses pendant plusieurs semaines. Donc vous avez un effet statistique qui ne représente pas la réalité. Aujourd'hui, on consomme 90% des doses de BioNTech Pfizer. On est du côté de 80% sur Moderna, plus de 70% sur AstraZeneca. Et en fait, il faut le temps d'absorber les livraisons qui arrivent. Il faut dire que Pfizer livre 2 fois par semaine, donc elle a les livraisons les plus régulières. C'est aussi pour ça que ce vaccin est consommé très rapidement. Et est-ce que vous avez déjà pensé à cet été, comment les choses seront organisées pour les
gens qui vont partir en vacances, ils pourront se faire vacciner sur leur lieu de séjour ou pas? C'est un sujet sur lequel le ministère de la Santé travaille, évidemment, à savoir comment faire en sorte de vacciner la deuxième dose de Français qui auront été vaccinés sur leur lieu de domicile, sachant que 40% des Français changent de département. Alors, on a un peu de latitude. Vous savez que sur BioNTech, Pfizer et sur Moderna, c'est 3 à 6 semaines pour le rappel. Donc, on peut aussi positionner ses vacances de façon à être vacciné chez soi, mais il y aura un renforcement des lieux de vaccination sur les lieux de vacances. Et des gens qui ont été vaccinés à l'Astra au premier tour, si je puis dire, pourront avoir du Pfizer au second. Alors, on l'avait évoqué, ça, il y a quelques jours. Aujourd'hui, la règle du jeu, c'est pour les personnes de plus de 55 ans, le vaccin AstraZeneca constitue une option tout à fait judicieuse pour la deuxième dose, et pour les personnes de moins de 55 ans, toujours dans cette optique maximum de précaution, ça sera plutôt une dose ARN messager qui sera proposée. Et je rappelle une chose, c'est que Moderna et Pfizer, c'est le même vaccin, c'est les mêmes résultats, parce que parfois il y a un petit peu de confusion entre les vaccins. Oui, absolument. Agnès Pannier-Runacher, la levée des brevets, où en est-on? Parce que la France n'y était pas favorable dans un premier temps, puis il y a eu un changement de pied, on a cru le comprendre, après la volonté de le faire du côté de Joe Biden, et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est très clair, et la position de la France, elle est constante. Aujourd'hui, le principal frein à la vaccination, à la fabrication de vaccins, ce n'est pas les brevets, comme on veut bien le dire, c'est les capacités industrielles. Peut-être que dans un an, les brevets pourraient faciliter les choses. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mettre en place des chaînes de production industrielle. Pourquoi? Parce qu'on produit du vaccin aujourd'hui. On produit du vaccin contre la rage, dans le monde. Dans le monde, on doit produire des vaccins pour faire face à toutes les pathologies habituelles. Et en plus de ça, on doit produire des centaines de millions de doses de coronavirus. Donc vous voyez bien que l'enjeu, de vaccins contre le coronavirus. Donc l'enjeu, c'est d'empiler les chaînes de production, ce qui ne se fait pas en l'espace d'un instant. Il faut de la technologie, il faut des chaînes de production, il faut des équipements, il faut une validation par les autorités sanitaires. Pour chaque composant, un vaccin, c'est plus de 300 Donc la levée des brevets, c'est pas le problème, en fait, aujourd'hui. Ce n'est pas le facteur limitant. Je vous donne un exemple. Oui. Moderna a donné l'accès à son brevet depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Est-ce que les choses se sont accélérées autour du vaccin Moderna? Non, parce qu'il faut les transferts technologiques, il faut les compétences humaines, il faut les composants. Les composants sont en tension dans le monde entier. Et je rappelle une chose, le premier producteur de vaccins aujourd'hui au monde, c'est l'Inde. Donc il ne faut pas avoir une représentation, les pays riches contre les pays pauvres. Les plus gros producteurs de vaccins, ils sont en Chine, ils sont en Inde. L'Afrique du Sud n'est pas en reste. Et l'enjeu, c'est de multiplier les capacités de production le plus vite possible. Oui, Pfizer n'est pas en train d'abuser un petit peu de sa position là en voulant augmenter les prix des prochaines doses? Alors, il faut avoir en tête que des chiffres qui ont été articulés publiquement sont à peu près l'ordre de grandeur du vaccin. Certains ont dit 19,50 $, 20 €. Je ne peux pas vous donner parce que c'est un chiffre confidentiel, mais on est dans ces eaux-là. 19,50 à peu près. Oui. Le prix de chaque dose, mais c'est un prix classique pour un vaccin. Mais on était à 15,50 €. La deuxième chose, c'est que pour les ce premières. n'est pas le même vaccin. Oui. Ce que nous avons négocié avec la Commission européenne, c'est la possibilité, en fonction de la situation sanitaire, soit d'appeler des doses de vaccins contre le variant Afrique du Sud, soit d'appeler des doses de vaccins pour faire des rappels, soit d'appeler des doses de vaccins pour les enfants. Donc c'est cette flexibilité qui est plus complexe, qui a un coût, que nous avons négocié avec Pfizer. Oui, l'avenir de notre industrie, Agnès Pannier-Runacher. Ce matin, 36 projets en fait retenus pour bénéficier du plan France Relance. Dans quel secteur précisément? Et où en est-on d'ailleurs de la volonté, plus que de la volonté, des actes aujourd'hui de relocalisation? Alors aujourd'hui, vous avez plus de 300 lauréats. 300 lauréats, donc 300 projets de relocalisation de sites de production en France sur 6 secteurs. Ces secteurs, c'est la santé, c'est d'ailleurs le premier secteur en termes de nombre de projets. C'est l'agroalimentaire, l'électronique, la 5G, les intrants critiques et le nucléaire. Et on le voit, on n'a jamais eu autant de soutien public à des projets de relocalisation. La relocalisation, elle est portée par les industriels. Ce sont eux qui prennent les risques, mais nous les accompagnons pour limiter leurs risques et donner le coup de pouce. C'est de la création ou de la relocalisation qui permet véritablement de déclencher les décisions. C'est
La délocalisation, ce n'est pas une usine que l'on démonte en France et que l'on remonte en Chine. Ça, c'est une vision un peu théorique. Ce qui se passe quand on parle de délocalisation, en règle générale, c'est votre produit suivant. Imaginez une voiture, vous avez le modèle en cours et le modèle qui va remplacer la 208 qui remplace la 207, par exemple, va pas être produite dans la même usine, elle va être produite dans une usine à l'étranger. Là, on parle de délocalisation. C'est la même chose sur la relocalisation. Pour des nouveaux produits, pour des doublements de lignes, pour des produits que vous sous-traitez à l'étranger, plutôt que de faire cela, vous les produisez en France. C'est des chaînes de production complémentaires qui n'existent pas et qui s'installent en France et créent de l'emploi. Oui, et au niveau financier, c'est à quelle hauteur les aides globalement en fait de l'État? L'enveloppe totale, mais en un mot. On a plus de 500 millions d'aides qui sont d'ores et déjà déployées sur le territoire. Oui. Et nous avons au total consacré 850 millions d'euros dans nos prévisions budgétaires à la relocalisation, auxquels s'ajoutent tous les dossiers sur les territoires d'industrie qui sont à hauteur de 550 millions d'euros. Donc vous voyez le plan de relance industrielle, c'est ici et maintenant. Ça fait 8 mois que nous avons démarré et nous avons déjà soutenu des milliers d'entreprises. Oui, le climat. Est-ce qu'il y aura un référendum? Ce matin, dans le Figaro, Gérard Larcher, le président du Sénat, dit laissez faire le débat parlementaire parce qu'il y a eu des attaques hier soir alors qu'on parlait d'un abandon de ce référendum. Alors, ce référendum, nous le voulons. Pour le faire, il faut que le texte proposé aux Français du référendum soit écrit de la même manière à la virgule près et adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Si le Sénat n'adopte pas le même texte, nous ne pouvons pas le proposer au référendum. Et c'est de ça qu'il est question. Donc c'est un sujet qui est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais la volonté politique du gouvernement est sans ambiguïté. Nous voulons un référendum sur le climat. Après, ce sont les termes. Gérard Larcher dit, lui, on peut garder en fait la charte qui est déjà en vigueur, avec préserver plutôt que garantir, qui risquerait de faire exploser les contentieux, dit-il. Voilà, donc vous êtes d'accord avec lui ou pas? C'est une discussion qui est en cours aujourd'hui entre les députés et les sénateurs. Je rappelle que garantir, c'est le terme de la Convention citoyenne pour le climat. Oui, mais le Conseil d'État que nous avons proposé dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui, Agnès Pannier-Runacher, il y a une nouvelle tribune de militaires qui sort cette semaine, cette fois-ci par des soldats en service, notamment, qui s'inquiètent de l'avenir du pays et de certains quartiers devenus des foyers de violence. Que faut-il leur répondre? Alors, d'abord, c'est une tribune anonyme. Donc moi, je veux bien que ce soit une tribune de militaires, mais quand vous êtes protégé par l'anonymat, on ne sait pas qui parle. Deuxième chose, c'est une tribune politique. C'est une tribune politique. C'est un peu curieux parce que c'est assez contraire au principe de l'armée, vous le savez, en particulier de l'armée en service. La troisième chose, c'est qu'on peut, et je crois que nous avons pris le sujet en main avec Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, effectivement souhaiter améliorer la sécurité des Français sur le territoire. Et nous le faisons. Nous le faisons dans les quartiers, mais nous le faisons à tous égards. Donc il faut les écouter quand même, ces militaires, sur ce que vous dites. Sur tous les sujets d'ordre. En revanche, des militaires ou des prétendus militaires, parce que je ne sais pas qui a signé cette tribune. C'est d'ailleurs manifestement beaucoup plus large que des militaires, et ça peut être des personnes qui utilisent un vocabulaire qui, pardon, mais reprend les termes de l'extrême droite, et d'ailleurs les mêmes termes et les mêmes propos que le Rassemblement national. Donc ça s'apparente quand même à une instrumentalisation politique. Poser le problème, c'est une chose. Appeler au désordre, mais ils n'appellent pas au désordre. C'est l'inverse. Ils disent motif que l'on veut défendre l'ordre est parfois inquiétant. Et il faut lire entre les lignes de cette tribune, en l'occurrence, là, c'est plutôt une pétition. Oui. Encore une fois, je crois que le gouvernement n'a là aussi aucune ambiguïté sur le fait que la sécurité est un des biens premiers des Français. Et que cette sécurité, elle s'impose notamment chez les personnes modestes, parce que c'est là où vous avez moins de sécurité, où vous avez plus de troubles. Ouais. Mais le gouvernement remet des effectifs sur le territoire, a encore arrêté hier dans les personnes qui sont à l'origine du meurtre de ce policier à Avignon. Nous sommes sur le terrain, nous apportons des solutions, et je crois que c'est la meilleure des réponses que l'on peut faire aux Français. Oui, dernière question avec Cécile Menibus, Agnès Pannier-Runacher. Oui, vous êtes l'aile gauche du gouvernement. Aujourd'hui, on célèbre les 40 ans de l'élection de François Mitterrand à la tête du pays. Jean-Luc Mélenchon, qui se revendique l'héritier de François Mitterrand, ça vous inspire quoi ?
Je le connais trop connaisseur de l'histoire pour ne pas sourire, parce que le parcours politique de François Mitterrand, c'est un parcours qui n'est pas du tout celui de Jean-Luc Mélenchon, et c'est pas les mêmes valeurs qui sont portées. François Mitterrand, pour moi, c'est celui qui a notamment porté l'Europe, la construction européenne. On sait ce que pense Jean-Luc Mélenchon de la construction européenne et les coups de butoir qu'il apporte à cette construction européenne. C'est l'homme qui a pris la main d'Helmut Kohl pour sceller une réconciliation très forte. Moi, c'est une image qui m'a marquée dans mon enfance. C'est l'homme aussi qui a pris le risque politique au moment de la chute du mur de Berlin d'associer quasi immédiatement les pays qui étaient sous le joug soviétique à la construction européenne. Donc vous voyez bien que chacun cherche des héritages, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, mais avant d'être à la hauteur de ces deux hommes, il va falloir un peu travailler et il faut surtout porter les mêmes valeurs, et on n'y est pas du tout. Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Vous étiez l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h avec un peu de retard.